Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Windows Server 2012 et SQL Server 2012. Alors aujourd'hui, on va bien sûr continuer à parler un petit peu des réseaux. C'est très important de savoir les réseaux parce que on doit savoir un petit peu sur les adressages et comment ça se passe en général. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le classless inter-domain routine. Classless inter-domain routine ou ce qu'on appelle la méthode CIDR. C'est quoi le classless inter-domain routine? Tout simplement, on avait en fait les classes classiques. Classe A, classe B et classe C. D'accord? Si je reviens vers le documentaire précédent que j'avais utilisé, donc classe A, classe B et classe C. D'accord? Donc on a la classe A, c'est-à-dire que pour identifier une machine dans un réseau, on utilise le protocole TCP/IP. D'accord? Quand on utilise le protocole TCP/IP, c'est utilisé via l'adressage IPv4, soit IPv4, soit IPv6. Là maintenant, actuellement, on utilise l'IPv4. L'IPv4, c'est 32 bits. L'IPv4, c'est 32 bits. 32 bits, c'est divisé en octets. Ça veut dire 4 octets. 4 octets. Donc 4 octets, ça nous donne 32 bits. Donc pour adresser par exemple une machine telle qui se situe à un endroit tel, on utilise l'adresse IP. L'adresse IP qui est la troisième couche du protocole OSI. D'accord? Donc l'adresse IP, ça commence un exemple, 192.168.1.1. Ceci est une adresse IP. 192.168.1.1, c'est une adresse IP. Donc ce qui veut dire que cette adresse IP, elle est de quelle classe? C'est très important de savoir de quelle classe parce que on doit d'abord connaître l'adresse réseau, après on doit connaître l'adresse machine. Et pour connaître l'adresse réseau, on a trois classes. La première classe, c'est la classe A qui contient le premier octet. Le premier octet est dédié pour l'adressage réseau. Le premier octet est dédié pour l'adressage réseau. Donc les trois autres octets sont dédiés pour l'adressage machine. Ce qui fait, pour avoir un masque de sous-réseau de cette classe A, c'est un masque qui commence par 255. 255, c'est-à-dire que tous les bits qui sont remplis là, donc 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, donc en binaire, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 8 fois, et en décimale, ça nous donne 255. C'est-à-dire que 255, c'est la couverture de l'adresse réseau. Après, on a point 0, point 0, point 0. Les 0, c'est la couverture de l'adresse host, c'est-à-dire l'adresse machine. Ce qui fait, on a une classe A. Pareil pour classe B. Classe B, c'est 255.255.0.0. Si vous lisez 255.255.0.0 comme masque de sous-réseau, ça veut dire que les deux premiers octets sont pour l'adressage réseau, c'est-à-dire les 255.255, c'est tous les bits des deux premiers octets couvrent l'adressage réseau et les deux autres octets couvrent l'adressage machine. Donc, et la troisième classe, c'est 255.255.255.0. Ça veut dire que les trois premiers octets couvrent l'adressage réseau et le dernier octet couvre l'adressage machine. Ce qui veut dire que si on a une adresse IP de 192.168.1.1, c'est une adresse IP de classe C. C'est-à-dire que les trois premiers octets, c'est-à-dire pour le 192.168.1, c'est l'adressage réseau. Après, le dernier octet, .1, c'est l'adressage machine. Donc, on a une classe C de 255.255.255.0. Donc, .0, c'est-à-dire que le dernier octet est pour l'adressage machine. C'est-à-dire qu'on aura l'équivalent de 2 puissance 8 moins 2 machines possibles comme adressage. C'est-à-dire 2 puissance 8 moins 2, ça nous donne 254 machines possibles au niveau de l'adressage. Pourquoi moins 2? Parce que tout simplement, un octet est pour le broadcasting et l'autre est pour l'adressage du sous-réseau. D'accord? Ok. Donc, on passe vers la méthode CIDR.
La méthode SIDA, rapidement, c'est quoi? C'est tout simplement, au lieu d'avoir les classifications classiques, c'est-à-dire classe A, classe B, classe C, eh bien, tout simplement, si on a par exemple, imaginons qu'on a un parc informatique qui contient par exemple 254 machines. On va dire l'idéal. Donc 254 machines dans un parc informatique. Imaginons, je suis dans une société qui contient 254 machines. Mon patron me dit, écoute Marwan, les 254 machines, je ne veux pas toutes ces machines-là dans un même sous-réseau. C'est-à-dire que mes machines, j'ai en fait 4 sous-réseaux et je voudrais diviser mes machines en 4 sous-réseaux. C'est-à-dire adresser mes machines, mes 254 machines, je voudrais les subdiviser en 4 sous-réseaux. Imaginons par exemple, j'ai un building, un immeuble qui contient 4 étages. Je vais mettre le premier étage, premier sous-réseau, deuxième étage, deuxième sous-réseau, troisième étage, troisième sous-réseau et quatrième étage, quatrième sous-réseau. Ce qui fait en total 254 machines réparties sur 4 étages. Ok, comment je vais faire pour cette méthode-là? Il y a une méthode qu'on appelle la méthode SIDAR. La méthode SIDAR, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une classification classique, par exemple pour cette machine, pour cette adresse réseau 192.168.43.0 /24, donc si vous voyez le slash ici, 24, c'est-à-dire que c'est le nombre de bits qui est occupé pour l'adressage réseau. Donc slash 24, c'est-à-dire que là, j'ai 24 bits, c'est-à-dire 3 octets. 3 octets occupés pour l'adressage réseau et le dernier octet pour l'adressage machine. C'est-à-dire c'est une classe classique, c'est la classe C. C'est-à-dire c'est une classe de sous-réseau en décimale équivalent à 255.255.255.0. C'est-à-dire 3 octets occupés pour l'adressage du sous-réseau. Donc on fait en général slash 24 pour dire que c'est une adresse classe C, c'est-à-dire 3 octets occupés pour l'adressage réseau et le dernier octet occupé pour l'adressage des machines. Cette classe classique classe C, je peux donc la changer et mettre un slash 26 au lieu de faire slash 24. Pourquoi? Parce que si je fais slash 26, l'occupation des adresses des bits pour l'adressage réseau ne va plus avoir, on va plus avoir 24 bits occupés pour l'adressage réseau, mais on va avoir 26 bits occupés pour l'adressage réseau, ce qui fait que au lieu d'avoir 1, 8 fois et 1, 8 fois, 1, 8 fois, je rajoute 2 bits, donc pour avoir donc 26 bits occupés pour l'adressage réseau. Si j'ai 26 bits occupés pour l'adressage réseau, ce qui veut dire que je ne vais plus avoir le dernier octet pour l'adressage machine, mais je vais avoir juste 6 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits pour l'adressage machine. Ce qui fait qu'au lieu de faire 2 puissance 8 moins 2 qui est égal à 254 machines, comme j'avais la dernière fois pour classe C, je vais faire juste 2 puissance 6. 2 puissance 6 moins 2, ce qui fait que je vais avoir seulement 62 machines. 62 machines. Et si je fais mon calcul, 62 multiplié par 4, je vais avoir 254. C'est-à-dire que je peux avoir 62 machines pour chaque sous-réseau. 62 machines pour chaque étage. Et bien sûr, chaque sous-réseau communique l'un avec l'autre via un routage, via un routeur bien sûr. Donc tout simplement, pour subdiviser mon réseau en plusieurs sous-réseaux, j'utilise la méthode SIDAR. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la classification classique, avoir slash 24, c'est-à-dire 24 bits qui occupent l'adressage réseau, je vais faire 26 bits qui occupent l'adressage réseau, c'est-à-dire que j'ai pris 2 autres bits au dernier octet, ce qui fait qu'au dernier octet, au lieu d'avoir le dernier octet dédié pour les machines, je vais avoir juste 6 bits dédiés pour l'adressage machine, ce qui fait 2 puissance 6 moins 2, ce qui fait 62. D'où le masque de sous-réseau qui était tout à l'heure 255.255.255.0 pour le slash 24, je vais avoir 255, donc l'occupation totale, .255, encore une occupation totale, .255, encore une occupation totale, ce dernier octet en décimale, ça nous donne le point 192, ce qui fait que le masque, c'est 255.255.
.255.192. Ceci est le nouveau masque pour le nouveau préfixe qui est /26. Donc, ce qui fait que si je passe à un tableau, je vais avoir en fait exemple de 4 sous-réseaux divisé avec la méthode SIDAR et 62 hosts, c'est-à-dire 62 machines pour chaque sous-réseau, ce qu'on a vu. Donc, le premier sous-réseau va être le 192.168.43.0 et la première machine, c'est 192.168.43.1 jusqu'à la dernière machine, c'est 192.168.43.62 et bien sûr le masque c'est 255.255.255.192. Le prochain sous-réseau commence par 64, 192.68.43.64. Pourquoi 64? Parce que le point 63 est dédié pour le broadcasting et le point 64 est dédié pour le prochain sous-réseau qui est celui-ci. Donc, je vais avoir un tableau de 4 sous-réseaux qui sont donc pour 254 machines. Donc, mes premiers 62 machines sont dans le premier sous-réseau. Premiers 126 machines, les autres 62 machines, c'est-à-dire qui commencent par 65 jusqu'à 126, sont le deuxième sous-réseau. De 129 jusqu'à 190 pour le troisième sous-réseau. De 193 jusqu'à 254 pour le quatrième sous-réseau. Et ainsi, j'ai subdivisé mon réseau, mon parc informatique de 254 machines en 4 sous-réseaux grâce à la méthode SIDAR. C'est-à-dire que au lieu d'avoir le /24 classique pour le classe C, j'ai rajouté encore 2 bits pour avoir le /26 pour donc subdiviser mon réseau en 4 sous-réseaux. Si je veux subdiviser mon réseau en 16 sous-réseaux par exemple, en 16 sous-réseaux, ben je vais rajouter encore 2 autres bits. Je vais avoir donc au lieu d'avoir /26, je vais avoir /28. C'est-à-dire que je rajoute 4 bits au dernier octet, ce qui fait qu'il me reste seulement 4 bits pour l'adressage des machines, c'est-à-dire 2 puissance 4 moins 2, ce que je vais avoir donc un équivalent, vous pouvez faire le calcul, mais je vais avoir donc 16 sous-réseaux si j'ai 254 machines dans le parc informatique. Bien sûr, donc les administrateurs système, ils ont en fait des tableaux qui sont déjà alloués pour savoir donc les sous-réseaux qu'ils ont pour et le préfixe qu'ils ont dans en fait pour avoir donc quels sont les bits qui sont occupés pour l'adressage réseau et les derniers bits qui restent pour l'adressage des machines. D'accord? Donc ça c'est en fait la méthode SIDAR à retenir, très important. Si je fais un petit test, si je mets 192.168.43.62, je ne pourrais pas mettre .63 ici parce que le .63, comme j'ai dit, est utilisé pour le broadcasting si j'ai le masque de ce réseau qui est celui-ci. Je peux faire un test pour vous montrer. Alors, le test rapidement. Donc ici, je passe vers l'adressage IPv4. L'adressage IPv4, je mets 192.168.1. On a dit quoi? Pardon, on a dit .43.62. Ok, on va dire .1.63. Allez, c'est pas grave, de toute façon, c'est juste pour tester. Donc ici, si je mets ce masque, ça passe. Il n'y a pas de problème. Mais si je mets le masque de sous-réseau qui est donc 192, c'est-à-dire que j'ai rajouté 2 bits au dernier octet, ce qui fait que je vais avoir donc 4 sous-réseaux, c'est-à-dire que le .63 sera dédié au broadcasting. C'est-à-dire si je mets OK, là je vais avoir une erreur bien sûr pour me dire que ceci, avec ce masque-là, ça ne marche pas parce que tout simplement, ceci, le .63 donc sera dédié pour le broadcasting. Donc ta limite c'est .62 et l'adresse du sous-réseau c'est .64 et on commence au deuxième sous-réseau à partir du .65 jusqu'à ce qu'on atteigne le quatrième sous-réseau jusqu'à 254. Voilà. Donc ça c'était en fait la méthode SIDAR à retenir. Très très importante méthode que vous pouvez voir bien sûr après dans les tests et les examens. Alors donc ici je vais dire rapidement donc les adresses privées et les adresses publiques. Tout simplement il ne faut pas trop se casser la tête.
Moi, quand je suis dans mon sous-réseau, dans mon réseau local, j'utilise souvent les adresses privées. Les adresses privées, comme vous entendez souvent, 192.168.x.x, ça c'est une adresse privée. 172.16.x.x, c'est une adresse privée. 10.0.0, c'est une adresse privée. L'adresse privée, tout simplement, c'est une adresse propre à mon entreprise, propre à mon local. Et même chez soi, si par exemple vous avez un routeur chez soi, pour accéder à un routeur, souvent pour l'accéder à un routeur, on utilise 192.168.1.1. C'est l'adresse du routeur par défaut, souvent, chez soi. Ben, tout simplement, ce sont des adresses privées. Pourquoi ce sont des adresses privées? Parce que tout simplement, c'est des adresses avec lesquelles on communique entre nous et pas besoin de les utiliser pour qu'elles soient reconnues. Par contre, pour les adresses publiques ou les adresses externes, elles sont très importantes parce qu'elles sont fournies par le fournisseur d'accès Internet. C'est le fournisseur d'accès Internet qui nous fournit des adresses publiques. Par exemple, j'ai besoin d'héberger un site web pour que ce site web, ma page web soit reconnue. Par exemple, je vais dire www.marouanletech.com. Si ma page web doit être reconnue, je dois utiliser un serveur web qui utilise une adresse publique. Une adresse publique. Cette adresse publique, c'est-à-dire que tout le monde pourrait accéder à ma page web via cette adresse publique. Bien sûr, cette adresse publique sera transformée via un serveur DNS pour donc avoir donc au lieu d'avoir donc un adressage IPv4 normal, je vais avoir donc je vais avoir en fait un DNS. Je vais avoir un DNS. Alors donc juste un petit moment. Alors ici, voilà. En fait, je vais avoir un DNS. Donc pour avoir donc au lieu d'avoir donc une adresse IPv4 donc pour chercher ma page web www.marouanletech.com, ben, je vais avoir donc un serveur DNS qui va transformer mon adresse IPv4 en non connu, non DNS. Mais de toute façon, sachez que les adresses publiques sont dédiées par le fournisseur d'accès Internet et les adresses privées sont tout simplement des adresses qui sont dans notre local, dans notre area, comme on dit, notre local ou chez soi, tout simplement, qui ne sont pas visibles à l'extérieur. Mais par contre, pour que je puisse communiquer avec l'extérieur, il faut passer par un routeur. Et le routeur qu'on appelle, c'est un routeur NAT. Un routeur NAT. Donc par exemple, je suis dans un LAN. Je suis dans un LAN. Et pour communiquer, donc ici, ça c'est un routeur. Ben, et je vais dire ça c'est l'Internet. Donc ça c'est mon Internet. Hein. Donc le web. Le World Wide. Donc mon web. Ça c'est l'Internet. Et ça c'est mon routeur. Le routeur que je dois utiliser. C'est mon LAN. Donc le routeur que je dois utiliser pour. Pardon. Donc le routeur que je dois utiliser pour communiquer avec l'Internet dans le web, c'est un routeur NAT. C'est-à-dire que j'ai ici, je communique juste avec des adresses privées, mais pour que je puisse communiquer avec l'extérieur, je dois passer par un routeur qui transforme mon adresse privée en adresse publique. Donc, transforme mon adresse privée en adresse privée. Et le routeur qu'on appelle, c'est le routeur NAT. De toute façon, tous les modems, actuellement, tous les routeurs qu'on ait même chez soi, ce sont des routeurs NAT. Donc, tout simplement, pour communiquer avec le web, donc, on utilise un routeur qu'on appelle le routeur NAT, qui fait un algorithme qui transforme l'adresse privée en adresse publique et vice-versa. D'accord ? Donc, bien sûr, il doit avoir deux interfaces. Donc, par exemple, un serveur VPN doit avoir deux interfaces. Un serveur VPN, c'est le serveur donc pour les authentifications, dédié pour les authentifications et les autorisations. Donc, le serveur VPN, surtout pour les authentifications. Donc, les serveurs VPN a souvent donc une adresse publique et une adresse. Pas souvent, c'est toujours. Donc, il a une adresse publique et une adresse privée. C'est-à-dire qu'il a au moins deux cartes réseau. Deux cartes réseau. Une carte réseau dédiée pour le public et une carte réseau dédiée pour le privé. Et tout simplement, donc, le routeur qui doit donc transformer et
l'algorithme qu'il utilise pour transformer l'adresse publique en privée, c'est ce qu'on appelle le routeur NAT. C'est-à-dire que là, je suis là, je communique bien sûr en privé, mais si j'ai besoin que quelqu'un connaisse mon area, mon LAN, donc à l'extérieur, par exemple, je suis dans une société où il y a des succursales, par exemple à Paris, et une autre succursale à Toulouse, pour qu'ils communiquent entre eux, ils passent par le web. Quand ils passent par le web, automatiquement, l'adressage qui est là, qui était privé, est transformé automatiquement en public, qui est retransformé en privé pour que la communication passe entre les deux areas, entre les deux succursales. Ok? Retenez juste bien cela, l'adresse privée, l'adresse publique. Donc l'adresse privée, c'est tout simplement ce qu'on utilise au niveau de notre local ou chez soi. Et l'adresse publique, c'est ce qui est fourni par le fournisseur d'accès Internet. Hein? Donc vous pouvez taper www.mon-ip. Hein? Tapez juste, je vous donne celle-là. www.monip.com je crois. Donc monip.com. Et là, vous pouvez voir votre adresse publique en général. Donc votre adresse publique qui est affectée chez vous ou chez soi ou dans votre local. Donc votre adresse publique. Par contre, l'adresse privée que vous avez, vous tapez juste ipconfig et vous avez votre adresse privée. D'accord? Alors rapidement, donc je vais pas trop tarder, il me reste juste, c'est quoi la pipa? La pipa, tout simplement, c'est quand un serveur, quand une machine n'arrive pas à recevoir des adresses d'un serveur, on utilise la pipa. Par exemple, pour cette machine, elle n'a aucune connexion. Cette machine, il n'a aucune connexion. Si je mets ipconfig, elle va avoir mon adresse, une adresse qui est allouée par défaut, c'est 169.254. Donc retenez cela, donc une adresse qui commence par 169.254, hein, une adresse qui commence par 169.254, c'est une adresse qu'on appelle APIPA. APIPA, c'est Automatic Private, un truc machin. Donc bien sûr, c'est une adresse qui est automatique. Cette adresse automatique qui est allouée par la machine elle-même, qui vous dit comme quoi il n'y a aucun serveur DHCP qui nous a fourni une adresse IP, ou bien la machine n'a pas pu recevoir d'adresse IP à partir d'un serveur DHCP, et bien sûr on n'a pas alloué manuellement une adresse IP à cette machine-là. Donc ni allocation manuelle, ni serveur DHCP qui a pu allouer une adresse IP à cette machine-là, ce qui fait que cette machine alloue automatiquement une adresse pour elle-même qui commence par 169. Donc si jamais vous percevez une adresse qui commence 169.254. truc machin, c'est que en fait cette machine-là, elle n'a pas reçu d'adresse. C'est que cette machine-là, elle n'est pas connectée. Elle n'est pas connectée comme vous voyez, elle n'est pas connectée dans le réseau. Hein? Donc si jamais vous dites, si quelqu'un vous dit, monsieur, j'ai une adresse qui est à 169.254, vous arrêtez, vous dites que cette machine n'est pas connectée. D'accord? Donc si vous faites ipconfig, vous allez voir donc que cette machine-là, elle n'est pas connectée. Par contre, si elle recevait bien sûr une adresse à partir d'un serveur DHCP, bien sûr là elle va être connectée, elle va avoir une autre adresse. Pour l'adressage IPv6 qu'on va voir prochainement, la pipa d'IPv6 on va dire, l'équivalent de la pipa, c'est le FE80. Donc si vous voyez donc une adresse IPv6 qui commence par FE80, c'est pareil, c'est que cette machine n'a pas reçu d'adressage. Ok? Alors rapidement, pour ne pas trop tarder, et pour terminer, donc j'ai dit donc comment peut-on diviser notre réseau de 254 machines en 16 sous-réseaux. Donc vous avez vu que 254 machines, on peut les subdiviser en 16 sous-réseaux. C'est en rajoutant deux autres bits. Au lieu d'avoir /26 pour avoir donc 4 sous-réseaux, ben je rajoute encore deux autres bits, ce qui fait donc, je rajoute en fait 4 bits pour le dernier octet, ce qui fait /28. Donc /28. Donc je vais avoir tout simplement 4 machines pour 4 bits pour l'adressage des machines, ce qui fait 2 puissance 4 moins 2. Et vous pouvez faire l'exercice vous-même pour avoir que, effectivement, sur 254 machines, on va avoir 16 sous-réseaux si je fais la méthode SIDAR avec un préfixe de /28. Avec un préfixe de /28, c'est-à-dire 4 bits qui seront occupés pour le dernier octet et les 4 derniers bits qui seront dédiés pour l'adressage machine. Si vous faites un calcul 2 puissance 4 moins 2, et ben donc vous allez avoir donc l'adressage des premiers sous-réseaux des machines, le nombre des machines qui sont pour le premier sous-réseau,
le nombre de machines pour le deuxième, et ainsi de suite jusqu'au 16e sous-réseau. Mais faites attention bien sûr avec le dernier bit qui est dédié pour le broadcasting et le prochain qui est dédié pour l'adresse de la prochaine sous-réseau. C'est quoi l'adresse IP publique et l'adresse privée? Donc publique, c'est celle qui est fournie par le fournisseur d'accès Internet. Si vous tapez www.ip.net ou .com, vous allez voir donc votre adresse publique qui est allouée par le fournisseur d'accès Internet. D'accord? Par contre, privée, c'est celles qui sont utilisées dans notre local ou chez soi. C'est tout simplement quand un routeur NAT transforme les adresses publiques en privées. Ben, chez nous, on a juste les adresses privées. On communique entre nous juste via des adresses privées. Mais par contre, si on veut communiquer à l'extérieur, avec l'extérieur, par exemple, si on a 2 succursales, une à Toulouse, une à Paris, ben, on passe par un routeur, ce qu'on appelle un routeur NAT, qui transforme cette adresse privée en adresse publique et fait la transmission des données. Voilà, donc c'est le routeur NAT qui fait la transformation du public au privé et vice versa. La PIPA, comme on a dit, c'est l'adresse automatique. Donc c'est une adresse automatique allouée par la machine si jamais la machine ne reçoit aucune adresse à partir d'un serveur DHCP ou bien sûr s'il n'y a pas eu d'allocation manuelle pour cette machine-là. Et la PIPA, si jamais vous recevez une adresse, vous tapez ipconfig et vous recevez une adresse qui commence par 169.254. Je répète, donc 169.254, sachez que cette machine n'est pas connectée. Donc c'est une adresse APIPA. Donc c'est une adresse qui est allouée automatiquement par la machine. Pour vous dire comme quoi cette machine n'est pas connectée. Et bien sûr, l'équivalent pour l'IPv6 qu'on va voir prochainement, c'est le FE80. Donc on va voir prochainement l'IPv6. Bien sûr, la transition de l'IPv4 vers l'IPv6, comment ça se passe, le tunneling. Et l'adressage IPv6, comment ça se passe au niveau des adressages qui est différent en fait d'IPv4 qui était l'IPv4 qui est en décimale. Par contre, IPv6 c'est en hexadécimal. Tout cela, on va le voir prochainement. Ben, je vous remercie pour votre patience. Et sachez que en fait les adressages c'est très posé. Donc la méthode SIDAR, essayez de faire des exercices dessus parce que c'est très demandé dans la certification Microsoft Windows. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci.